Depuis toujours, certains silences font plus de bruit que les cris, parce qu'ils dérangent, parce qu'on les ignore, parce qu'on refuse de les entendre. Dans cet épisode de Cruauté en face story, nous plongeons dans une affaire glaçante. Une jeune femme, une rupture récente, une simple visite devenue un piège, et un immeuble entier, témoin impuissant d'un enfer entre quatre murs. Ce que vous allez entendre dépasse le simple fait divers. C'est une tragédie à huis clos, où l'inaction a laissé place au pire. Une histoire où chaque minute compte, où chaque appel manqué résonne comme un écho de culpabilité collective. Alors, avant de plonger dans ce récit, abonnez-vous, activez la cloche, likez et partagez. Parce que certaines vérités, aussi insoutenables soient-elles, doivent être dites. Je suis Genéza, et aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'un drame où personne n'a écouté. Préparez-vous, car parfois le monstre frappe et personne ne vient. Aux premières heures du 14 janvier 2012, à environ 3 heures du matin, des cris déchirants ont brisé le silence d'un immeuble endormi. L'appartement numéro 738, jadis havre de paix pour un jeune couple, s'était transformé en scène de cauchemar. Les cris, si perçants qu'ils semblaient lacérer l'air lui-même, ont attiré 15 résidents dans le couloir, impuissants mais avides de porter secours. Mais une porte en fer, un obstacle aussi redoutable qu'insurmontable, les maintenait à l'écart de l'horreur qui se déroulait de l'autre côté. « Aidez-moi, il va me tuer !» criait une voix désespérée. Derrière cette barrière froide, elle luttait pour sa vie. Le cœur battant, les voisins se sont rués vers leur téléphone et ont contacté la police. Durant 3 heures et demie interminables, des appels frénétiques ont afflué vers les autorités. Des appels qui, ironie du sort, deviendraient plus tard l'objet d'une enquête à part entière, déclenchant une vague d'indignation nationale en Russie. Là, derrière cette porte en fer, une femme implorait pour sa vie, et ceux de l'autre côté ne pouvaient qu'écouter, désespérés. Vera Pechteleva est née le 24 septembre 1997 dans la petite ville de Kisilev, nichée dans la région de Kemerovo en Russie. Elle était cette âme douce, ce genre de personne que l'on remarque pour sa bienveillance autant que pour son talent. Dès son plus jeune âge, elle s'est révélée douée pour l'écriture créative et le chant. Cours de chant, concours régionaux, et souvent la victoire au bout. Sa famille imaginait sans peine qu'elle tracerait son chemin dans le monde des arts. Mais Vera, fidèle à elle-même, a choisi une route bien différente. Après l'obtention de son diplôme, elle s'est inscrite à l'université technique pour étudier la sécurité économique, avec un but précis, lutter contre la corruption. Du côté familial, la situation était un peu complexe, mais l'amour y était toujours au rendez-vous. Ses parents, Yevgeny et Oksana, s'étaient séparés alors qu'elle était encore enfant, mais chacun d'eux restait profondément investi dans son éducation. Même après le remariage de Yevgeny, Vera a été accueillie dans cette nouvelle famille, faisant partie du noyau. Elle y était la bienvenue pendant les fêtes, jamais mise à l'écart par ses autres frères et sœurs. Son université se trouvait à quelques heures de la maison de sa mère et elle rentrait souvent, surtout pour les vacances. La relation entre Vera et sa mère était d'une rare proximité. Elles se confiaient presque tout, partageant les moindres détails de leur vie, un lien qui se renforçait de jour en jour. En 2017,
lors d'une visite chez sa mère, Vera a croisé un ancien camarade de classe à une fête, Vladislav Canius, ou simplement Vlad. Ils se sont rapidement entendus et, cette même année, leur relation est passée à un autre niveau. Vlad, lui, n'avait pas eu la même douceur dans son parcours. Son enfance avait été marquée par des épreuves bien sombres. Sa mère avait quitté le foyer, laissant Vlad et son frère, Stanislav, aux soins d'un père instable. Ce dernier, après un délit, un vol semble-t-il, avait fini par mettre fin à ses jours avec un fusil de chasse. Vlad, encore adolescent, avait assisté à cette scène tragique. Un choc qui, sans surprise, l'a marqué au fer rouge. Il a abandonné l'école après la 9e année, sans but ni ambition, se construisant une réputation d'enfant renfermé, au caractère ombrageux et souvent agressif. C'était un jeune homme à la fois intelligent et terriblement instable, un mélange explosif. D'ailleurs, il traînait déjà une condamnation pour vol, buvait sans modération et n'hésitait pas à tyranniser ceux qui croisaient sa route. Sans surprise, les parents de Vera n'approuvaient guère cette relation. Ils connaissaient les antécédents de Vlad et savaient pertinemment que leur fille s'engageait dans un chemin semé d'embûches. Son père lui avait conseillé de rompre, tandis que sa mère voyait en Vlad un opportuniste. Mais Vera, optimiste invétérée, croyait en lui. Elle pensait que son amour pourrait l'adoucir, arrondir ses angles les plus durs. Elle semblait heureuse, allant jusqu'à partager des photos d'eux deux sur les réseaux sociaux, affichant un bonheur que seuls les regards extérieurs ne percevaient pas tout à fait de la même façon. À première vue, ils avaient tout du couple de jeunes amoureux ordinaires. Mais dès 2019, des fissures se sont glissées dans cette façade. Cette année-là, Vera a emménagé dans un appartement à Kamarovo, non loin de son université. Ses parents, soucieux de son confort, l'ont aidé à régler le loyer. Mais bien vite, Vlad s'est installé avec elle, et le côté obscur de leur relation a commencé à se dessiner. Vlad n'a jamais levé le petit doigt pour les tâches ménagères, ne semblait pas trouver de travail, et passait ses journées à boire. L'alerte est vite montée chez Oksana, qui, inquiète, a tenté de raisonner Vera par téléphone, lui assurant que Vlad la manipulait. Une amie proche lui a tenu le même discours, affirmant qu'il la tenait pour ses ressources financières. Mais Vera n'a rien voulu entendre. Au lieu de ça, elle a commencé à dissimuler leur relation. Vlad n'était plus invité aux réunions familiales et elle ne postait plus la moindre photo d'eux ensemble sur les réseaux sociaux. Il était devenu son secret, une partie sombre de sa vie qu'elle gérait en silence. Vera voulait rompre les choses proprement, sans drame. Elle a quitté son appartement, n'emportant que l'essentiel, et s'est installée dans les dortoirs de l'université. Quant à Vlad, il est resté sur place, s'appropriant littéralement l'appartement, allant jusqu'à permettre aux parents de Vera de régler 1 mois de loyer supplémentaire, alors même qu'elle n'y vivait plus. Il n'a jamais accepté la rupture, préférant se bercer d'illusions. À son frère, Stanislav, il a même confié cette menace glaçante. Elle serait avec lui, ou elle mourrait. Malheureusement, Stanislav n'a pas pris cela au sérieux, imaginant que ce n'était qu'un accès de colère. Les semaines ont passé et Vera a tenté à plusieurs reprises de convenir d'un rendez-vous pour récupérer ses affaires. Elle a appelé, insisté, mais Vlad l'ignorait ou prétextait être occupé. Puis, soudainement, le 12 janvier 2020,
Vlad a appelé Vera. Ils se sont entendus pour qu'elle passe le lendemain récupérer le reste de ses affaires. Lors de son interrogatoire, il racontera sa version des faits. Quand j'ai appelé Vera le 12 janvier, je lui ai proposé de l'aider à déménager ses affaires restantes dans un autre appartement. Elle a accepté et nous avons convenu que je l'aiderais à déménager le 13 janvier. Nous avons convenu de nous retrouver dans l'après-midi. Vera devait passer chez moi pour récupérer ses affaires. Le 13 janvier, vers 16 ou 18 heures, elle est arrivée. Nous avons commencé à emballer ses affaires, mais aussi les miennes, car je n'avais plus envie de vivre ici sans elle. Pendant que nous rangions, nous avons bu de la bière, de la vodka en quantité. L'alcool a continué de couler jusqu'à environ 5 heures du matin, le 14 janvier. Tant que nous buvions, tout allait bien. Mais dès que j'ai abordé notre relation, que j'ai insinué qu'on pourrait se remettre ensemble et que je lui ai dit que je savais qu'elle voyait quelqu'un d'autre, les choses ont dégénéré. Elle n'a pas supporté ça. Elle a commencé à m'insulter, à me frapper. Au moins 5 coups de pied dans l'aine et 8 gifles au visage. Je n'ai rien ressenti pour les gifles. Mais lorsqu'elle m'a donné un coup de pied entre les jambes, j'ai ressenti une vraie douleur physique. La peur m'a saisi en premier. Cela m'a mise en colère. Voilà ce qu'a raconté Vlad, livrant une version des faits bien éloignée de la réalité, dépourvue de remords, comme s'il n'avait aucune conscience de ce qu'il avait réellement fait. En vérité, Vera avait un examen important le lendemain. Elle ne souhaitait qu'une chose, quitter cet appartement au plus vite. Elle avait même prévu que son amie vienne l'aider à la résidence universitaire à 18 heures pour transporter ses affaires. À 17h08, encore dans l'appartement, Vera a laissé un message vocal à cette amie. Так, Зай, ну смотри, я еще тут, я сейчас собираю вещи, блядь, нахрена всего. Ну, в принципе, смотри, я думаю, мне полчаса еще хватит. На такси я доеду, ну, да, надеюсь, в 6 где-то я буду в общаге. Ну, я тебе, как и говорила, 6, вот прям 6:30. Я не знаю, ты можешь к 6, в принципе, подъехать и поможешь мне поднять, если что, все. Peu après, un deuxième message est envoyé, suivi d'un troisième, cette fois d'un ton plus bas. Puis, un quatrième message où l'on perçoit la tension monter et en fond, la voix de Vlad se fait entendre. Зай, короче, смотри, мне надо 30-40 минут. Ну, серьезно, просто вот по факту я смотрю на вещи, 30-40 минут. Короче, это она тебе максимум. напишет, когда мы закончим. Все, пока, Зай. просто жди. Les abus physiques, on le devine, ont probablement commencé peu après ce dernier message. À 19h, un ultime message vocal a été envoyé, cette fois de la voix de Vlad lui-même. Пожалуйста, я тебя прошу серьезно, отстань, отдохни пока что сейчас элементарно. Мне нужен этот человек в данный момент, и она со мной находится вместе. Мне это важно и нужно. Хватит, пожалуйста, не надо ни в чем помогать. Я ей сам абсолютно во всем сегодня помогу. Просто уйди сегодня, пожалуйста. Son ami, rassuré ou aveuglé par l'espoir, a laissé le couple ensemble, pensant naïvement qu'il parviendrait peut-être à arranger les choses. Mais ce qui s'est passé ensuite, seul Vlad le sait. Et si l'on ose imaginer, ce n'était sûrement rien d'autre qu'une descente aux enfers. Puis, à 3 heures du matin, dans les premières heures du 14 janvier 2012, les cris déchirants de Vera ont éclaté dans le silence du bâtiment. Au début, seuls les voisins les plus proches se sont aventurés dans le couloir pour comprendre. Mais très vite, des résidents de tout le pâté de maisons se sont rassemblés devant la porte de l'appartement, écoutant, horrifiés, les supplications de Vera. Ils ont appelé la police en panique, désespérés. Нам бы полицию вызвать, а то соседи какая-то бойня происходит, девушка орет прямо истерически. Вот за сотрудником полиции передали, направят экипаж для разбирательства.
помогите, спасите, орет благим матом. У меня тут соседи даже вышли уже с других квартир. Стучимся, дверь не открывается, она кричит «помогите», и все. Vlad n'avait jamais eu l'intention sincère d'aider Vera à déménager. Son offre n'était qu'une ruse, une tentative désespérée, calculée pour la reconquérir. Il avait stocké des bières, de l'alcool, une bouteille de vodka, comme si l'ivresse allait atténuer les tensions entre eux. Mais la réalité l'a rattrapé. Vera n'avait absolument aucun désir de relancer leur relation. Et c'est là que tout a dégénéré. Sous l'effet de la rage et de l'alcool, l'attaque a commencé. Lors de l'interrogatoire, Vlad s'est défendu. Il a prétendu n'avoir frappé Vera que 4 fois avec la paume de la main, disait-il. Il a même tenté de justifier les blessures en expliquant qu'elle s'était heurtée contre le placard en tombant. Mais ses excuses ne s'arrêtaient pas là. Il a admis l'avoir étranglée avec le cordon d'un fer à repasser. Pas pour la tuer, juste pour qu'elle s'évanouisse, soi-disant pour faire taire ses cris. La réalité est tout autre. Vlad l'a frappée plus de 100 fois, la torturant sans répit pendant 3 heures et demie. Vera a subi des coups au visage, des gifles, au point d'avoir le nez et les côtes brisées. Son corps entier portait les traces de l'horreur qu'elle a endurée, ecchymose, abrasion, coupure, lacération. Le pathologiste plus tard a dressé un portrait insoutenable de l'étendue de la violence. Comme si cela ne suffisait pas, il a abusé d'elle, ajoutant l'humiliation à la torture. Il aurait pu en finir rapidement, mais il avait choisi de faire durer son calvaire, infligeant autant de douleur que possible, aussi longtemps que possible. À plusieurs reprises, Vera s'est précipitée vers la porte en fer, frappant de toutes ses forces, criant pour qu'on l'aide. Mais cette porte impitoyable, personne n'a pu la briser. À chaque tentative de fuite, on pouvait entendre Vlad la tirer violemment en arrière. Les voisins, désespérés, ont une fois de plus appelé la police et, dans l'appel suivant, la voix de Vera résonnait en arrière-plan, suppliant, hurlant à l'aide. Оператор 112. Девушка, вы слышите, как она орет там за дверью? Я что должна сделать-то? Где милиция? Чего так разговариваете? А как мне дверь-то открыть, там ее убьют сегодня? Полиция приедет, не надо материться. Puis, dans une fureur indescriptible, Vlad a saisi un couteau et l'a poignardé 2 fois. Mais cela ne suffisait pas. Sa rage démente en réclamait davantage. Il a saisi une lame plus affûtée et l'a poignardé à 5 reprises de plus, comme s'il savourait chaque instant de sa souffrance. Pendant ce temps, les voisins, dans le couloir, se bousculaient, cherchant désespérément un objet, n'importe quoi, pour défoncer cette porte de fer. Leur panique grandissait avec chaque cri déchirant qu'ils entendaient depuis l'intérieur. Appel frénétique à la police, coups contre la porte, tout était vain. Imaginez-vous, là à quelques mètres seulement d'une personne qui se fait brutalement assassiner, chaque cri de mort résonnant comme un coup de poignard dans votre impuissance, sachant qu'il n'y a absolument rien que vous puissiez faire. Parmi ceux qui se tenaient impuissants devant cette porte en fer, il y avait le propre frère de Vlad, Stanislav. Une conversation téléphonique plus tôt dans la journée l'avait suffisamment alarmé pour qu'il accourt jusqu'à l'appartement, sentant que quelque chose de terrible se tramait. Il savait qu'il fallait ouvrir cette porte, qu'il en allait de la vie de Vera. Mais malgré tous leurs efforts, ils sont restés impuissants face à ce mur de métal.
Pendant 3h30 interminables, les voisins ont passé 7 appels désespérés à la police, tandis que les cris de Vera résonnaient dans le couloir, entrecoupés des bruits écœurants des coups. Puis, juste avant l'aube, aux alentours de 6h30, un silence glaçant est tombé. Vera, qui était près de la porte, s'était tue. On entendit alors la voix de Vlad, douce, presque tendre. « Vera, pardonne-moi » a-t-il murmuré. « Je t'aime beaucoup. » Un dernier coup sourd a résonné. Vlad venait de porter le coup fatal à l'arrière du crâne de Vera, causant un traumatisme cérébral dévastateur. Et pourtant, même cela ne suffisait pas. Comme une ultime profanation, il a enroulé le cordon du fer autour du corps inerte de Vera. Lors de l'autopsie, la réalité a frappé avec une violence insoutenable. Vera avait été tuée 3 fois, d'abord par la torture et les coups de couteau, ensuite par ce coup brutal au crâne et enfin par la strangulation. Il a également été prouvé qu'elle avait été frappée pour la première fois 6 heures avant sa mort. Peu de temps après les derniers bruits, un des voisins avait trouvé un pied de biche en métal dans un parking à proximité. Ils ont commencé à forcer la porte et après ce qui leur a sans doute semblé une éternité, ils ont finalement réussi à l'ouvrir. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur relevait de l'horreur pure. Du sang éclaboussait les murs, des gouttes même sur le plafond, et là, au sol, gisait le corps sans vie de Vera, sauvagement assassiné. Dans la salle de bain, ils ont trouvé Vlad, affalé par terre, ivre, un couteau de cuisine ensanglanté, toujours serré dans sa main. Il était presque 7 heures du matin lorsqu'une voisine, ébranlée jusqu'au plus profond d'elle-même, a passé un dernier appel à la police. Вызывали службу, до сих пор никто не приехал. Своими силами взломали дверь, девушка уже мертва. Наши действия. Что с девушкой? Девушка уже мертва. 1,5 часа вызывали службы для спасения. Девушка орала: «Помогите, спасите». Никто не помог и не спас. Почему у нас службы так долго едут и почему у нас службы никак не работают? Vlad avait tenté de s'échapper, mais les voisins l'avaient stoppé net. La police n'est arrivée qu'après la mort de Vera. Mais pourquoi n'était-il pas venu quand elle était encore en vie? Ils avaient eu le temps de la sauver. Cet échec a provoqué une vague d'indignation nationale en Russie. Des images des opérateurs d'urgence ont même été diffusées, les montrant en train de siroter du thé, visiblement insensibles aux appels désespérés des voisins, pendant que Vlad torturait Vera. Au lieu de se presser, il semblait plus préoccupé par le ton des appelants, ignorant complètement leurs appels au secours. Le sergent en service cette nuit-là, Mikhail Balassov, a prétendu plus tard qu'il ne lui restait qu'une seule voiture de patrouille, qu'il avait envoyée pour vérifier le décès d'un homme âgé. Puis, après la fin de son service, le nouveau responsable, Dmitri Sarisen, avait également reçu des appels concernant la situation de Vera. Et son excuse? Pas d'essence, pas de véhicule disponible. Pourtant, les enquêtes ont révélé que Balassov avait bien assez de carburant et même dans le cas contraire, il n'avait pris aucune mesure nécessaire par la suite. Le plus déchirant dans cette tragédie, c'est que Vera aurait pu être sauvée. L'affaire a finalement été portée devant les tribunaux et les 3 opérateurs d'urgence ont été accusés de négligence dans leurs fonctions officielles. Ils ont été reconnus coupables, mais les peines n'étaient qu'avec sursis, allant de 1 an et demi à 2 ans et demi. Pas un seul d'entre eux n'a perdu son emploi. À la place, ils ont été condamnés à verser à la famille de Vera une modeste compensation d'environ 300 livres chacun. Malgré leur échec cuisant, ils ont continué à exercer leur métier.
La justice, visiblement, avait échoué 2 fois envers Vera. Quant à Vlad, juste après son arrestation, il a osé affirmer qu'il n'avait pas tué Vera, qu'elle n'était même pas morte. « J'ai vu un fer à repasser au sol », a-t-il expliqué. « J'ai pris ce fer et j'ai enroulé le cordon autour du cou de Vera. Ensuite, j'ai serré légèrement. J'ai maintenu le cordon autour de son cou pendant 1 minute et demie, peut-être 2. À ce moment-là, je ne réalisais pas que je pouvais tuer Vera de cette façon. Je ne voulais pas la tuer. Je voulais seulement lui faire peur pour qu'elle perde connaissance. Je voulais qu'elle s'endorme 15 minutes. Mais la réalité est bien plus sordide que ses prétendues intentions. Après avoir desserré le cordon, Vera avait commencé à faire des bruits, à tousser, à haleter. Selon lui, elle était dans une position vulnérable. Ensuite, je l'ai mise sur le dos. À ce moment-là, elle était inconsciente. En même temps, elle faisait des bruits, elle respirait avec difficulté. Je pensais qu'elle allait bien. Puis, après un moment, j'ai essayé de réveiller Vera, mais elle ne réagissait pas. J'ai alors tenté d'écouter son cœur. J'ai approché mon oreille de sa bouche, puis de sa poitrine. Il n'y avait plus de pouls, elle ne respirait plus. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé ensuite. Je me suis retrouvée dans la salle de bain, à un moment. Confronté aux preuves, Vlad a finalement dû faire face à l'ampleur de son acte. Lors de l'enquête, il a admis, d'une voix détachée, « Je ne me souviens pas du nombre de fois que je l'ai frappé, mais je crois que ça correspond aux chiffres donnés par l'expert. J'avoue avoir causé toutes ces blessures, celles qu'on voit dans le rapport. Je voulais le silence. Je ne pensais pas à sa souffrance. Elle criait, m'insultait pendant notre dispute. Je n'aimais pas la frapper. Et je n'aimais pas qu'elle crie. Je voulais qu'elle se taise. » Les employés de la maison funéraire ont passé des heures à tenter de rendre le visage de Vera présentable pour ses proches. Mais sa mère, Oksana, a confié que sa fille était méconnaissable. Plus d'1 millier de personnes se sont rassemblées dans une petite église pour rendre un dernier hommage à Vera. Beaucoup n'ont même pas pu entrer et sont restés dehors, en silence. Au tribunal, plus tard, Vlad a osé dire « Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je ne nie pas que ce sont mes actions qui ont causé la mort de Vera. Je ne voulais pas la tuer. Je présente mes excuses à sa famille. » Le 28 juillet 2022, Vlad a été condamné à 17 ans dans une colonie pénitentiaire à régime strict, en plus d'une amende de 30 000 livres à verser à la famille de Vera en guise de compensation. Un verdict qui, vu l'horreur de son crime, semblait bien dérisoire. Mais ce qui s'est passé ensuite dépasse l'entendement. En avril 2023, après seulement quelques mois derrière les barreaux, Vlad a été gracié. On l'a envoyé sur le front dans l'armée russe et après 6 mois de service, il a été libéré. La famille de Vera a appris cette nouvelle terrifiante lorsqu'une photo de Vlad a fait surface en ligne. Sa mère, Oksana, dévastée, a déclaré « Mon enfant pourri dans sa tombe, j'ai tout perdu, ma vie, mon espoir. Je ne vis pas, j'existe. Et lui, il est gracié, dispensé de purger sa peine. Son casier judiciaire est effacé. Cela me détruit, cela me mène dans une impasse sans issue. » Un système qui semble accorder plus de valeur au bourreau qu'à la justice pour une vie innocente. Vera a été abandonnée, non pas une, mais plusieurs fois. Abandonnée par Vlad, bien sûr, qui n'a fait qu'exploiter sa gentillesse, mais aussi par les autorités qui ont choisi l'inaction quand elle avait besoin de leur intervention.
comment comprendre cette passivité glaçante de la police qui, malgré des appels désespérés, est restée en retrait? Et les voisins? Ils doivent être rongés par la culpabilité, bien qu'ils aient tout tenté avec les ressources limitées à leur disposition. Entendre les appels de Vera, essayer de briser cette porte sans y parvenir, tout en sachant que le danger était bien réel de l'autre côté, oui, cela laisse des traces profondes. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serai très intéressée de connaître votre avis. Alors, je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.